Bonjour, tu écoutes Les Relations démocratiques, un podcast de vulgarisation scientifique sur les sexualités. Je suis très content d'enregistrer cet épisode aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet aussi courant que tabou quand l'un des deux partenaires a plus envie de galipette que l'autre partenaire. C'est un sujet que j'ai vu dans mon entourage, que j'ai vécu moi-même et que tu as peut-être vécu aussi, sans toujours vraiment le comprendre et même oser le nommer. C'est un moment de désalignement dans le couple, dans la relation, c'est un moment de distance et très souvent d'incompréhension. Pourtant, les écarts de désir dans un couple, en fait, c'est fréquent, c'est normal et c'est la nature humaine qui veut ça. Mais ce qui le rend douloureux, c'est tout ce qu'on projette dessus. L'idée d'un couple solide qui devrait toujours être en phase, la croyance que si l'autre ne veut plus, c'est quelque part qu'il m'aime plus, qu'il me désire plus. Et puis, la pression sociale qui nous vend une sexualité fluide, constante, performante, épanouie, comme si c'était la norme. Dans cet épisode, comme d'habitude, on va explorer avec la rigueur scientifique ce que vivent les deux partenaires dans cette situation, à la fois prendre le point de vue de celui qui veut le plus et aussi celui qui veut le moins, et essayer de comprendre ensemble ce qui se joue entre eux et comment en parler sans pression, sans jugement. Pour ça, je me suis appuyé sur une sélection d'articles scientifiques. Vous retrouverez le détail des articles utilisés dans la description du podcast, comme d'habitude. On verra quelles sont les limites un petit peu de ces études et quelles sont leurs portées, mais je trouve qu'elles sont toutes intéressantes parce qu'à minima, elles servent de support à la pensée. On verra que certaines études utilisent des approches cliniques, quantitatives, d'autres sont peut-être moins quantitatives, plus qualitatives. L'objectif ici, c'est pas de faire un cours, c'est plutôt de traduire ce que la science observe en quelque chose d'utile, peut-être de rassurant ou en tout cas de concret. Et j'espère que ce que je décris ici pourra t'aider à comprendre soit ce que tu vis, ce que tes proches vivent, et aussi peut-être à t'aider à prendre la posture de l'autre. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, bienvenue. On parle de sexualité dans un vocabulaire explicite, mais on s'appuie sur des publications scientifiques. Ce podcast ne remplace pas un avis médical ou une aide extérieure, un thérapeute que tu pourrais trouver pour t'aider dans ces difficultés, mais il peut donner des clés pour mieux vivre ces difficultés et mieux vivre tes relations. Si tu es un fidèle de ce podcast, merci d'être là, merci d'être venu. Tu peux t'abonner, le partager autour de toi et me laisser des commentaires et des étoiles. Allez, c'est parti pour cet épisode. Bonne écoute. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà comment on va organiser cet épisode pour que tu puisses le suivre et puis t'y retrouver. D'abord, on va poser un constat, de dire que la discordance de désir, c'est ultra fréquent, que ça touche tous les couples, hétéros, homo, cis, trans, polyamoureux, et pourtant, on en parle très très peu. On verra ce que disent les chiffres et pourquoi c'est souvent mal vécu à cause des attentes sociales irréalistes sur ce que devrait être un couple normal. Ensuite, on se demandera d'où ça vient. On verra que les causes sont multiples, parfois physiques, parfois psychologiques, parfois liées à la dynamique du couple, et très souvent influencées par la pression de performance ou la peur de mal faire. Puis on prendra le temps d'écouter les deux vécus, celui qui a moins envie, qui peut se sentir coupable, honteux ou épuisé, et celui qui a le plus envie, qui peut se sentir rejeté, triste, seul et isolé. Parce qu'au final, ce qu'on observe, c'est que les deux souffrent, mais ils ne souffrent pas de la même manière, pas dans la même temporalité et pas dans la même dynamique. On parlera ensuite de ce qui se passe dans la relation, quand les deux trajectoires émotionnelles et d'intimité ne se rencontrent plus, comment on glisse sans rendre compte d'un simple décalage à une vraie distance. Et pourquoi, souvent, plus personne ne parle. On terminera l'épisode par des pistes concrètes. Comment en parler sans pression, comment se reconnecter à l'intime, au lien du plaisir, sans rentrer dans des compromis qui font du mal, et comment repérer les dérives, notamment du pseudo-consentement, des rapports subis, et des stratégies qu'on pourrait appeler de compensation qui, en fait, isolent encore plus. Bon allez, c'est parti, on commence par la première partie, pour se dire que les différences d'appétit sexuel, eh bien, c'est hyper fréquent. Ça touche tout le monde, et pourtant, on en parle très très peu. Allez, on commence déjà par se dire que ça touche tout le monde. La discordance de désir sexuel est une réalité très très répandue. Dans une étude menée par Kristen Mark en 2012, auprès de 210 couples hétérosexuels, 63% des individus ont déclaré avoir déjà vécu un écart significatif de désir sexuel avec leur partenaire, que ce soit dans une relation actuelle ou dans une relation passée.
Ce chiffre ne signifie pas toujours que la situation a été vécue comme problématique, mais ça montre que ce phénomène fait partie intégrante de la vie de couple. On a 2/3 des individus qui l'ont rencontré au moins une fois dans leur vie, et ce, même dans les relations les plus stables. Par exemple, dans un couple, une personne peut avoir un désir plus fréquent ou plus intense, tandis que l'autre vit une baisse temporaire liée au stress, à la fatigue ou à un contexte particulier, et l'écart n'est pas forcément vécu comme étant dramatique, sauf, on le verra plus tard, si on n'arrive pas à en parler. On voit que quand le désir d'une certaine fréquence de rapport et la réalité qui se passe ne correspondent pas, il peut y avoir un certain malaise qui s'installe. On voit chez Willoughby et Vitas en 2011 une étude qui portait sur 8000 jeunes adultes en couple. C'était un échantillon hétérosexuel et ils ont montré que plus l'écart entre le désir et la fréquence réelle des rapports est important, plus la satisfaction dans le couple diminue. Ce désalignement agit en fait sur les deux partenaires. Celui qui veut plus peut se sentir frustré et celui qui veut le moins peut se sentir coupable. On peut désirer faire l'amour 3 fois par semaine, n'avoir qu'un rapport et ne rien dire. Ça peut être ok à un certain moment, mais on montre là chez Willoughby que plus il y a un écart entre le désiré et le vécu, plus il y a un risque de baisse de satisfaction, plus il y a un risque d'augmentation de cette frustration. Le problème, et ça on le retrouve chez Marc en 2012, c'est que l'écart en soi n'est pas tant le problème lui-même, mais c'est plutôt ce que représente, symbolise cet écart. Marc montre que la discordance est surtout douloureuse lorsqu'elle est interprétée comme un rejet. Ça soulève la question, est-ce que je suis encore désirable ? Et aussi, est-ce que notre couple est-il en train d'aller mal, de se déliter ? Est-ce que c'est un indicateur de la fin ? Ce sont en fait les projections, les représentations qu'on met sur cet écart qui créent souvent plus de souffrance, plus que l'écart lui-même. Cet écart, ça touche les hommes et les femmes. Et il y a plusieurs idées en fait qu'on se fait sur l'écart de désir qui sont plutôt fausses. Déjà, l'idée que les hommes ont toujours plus envie, ça c'est faux. Dans une étude clinique de Brotteau et Basson en 2014, ils ont étudié 117 femmes dans un programme de thérapie de groupe. Les chercheurs ont rapporté que dans environ 60% des couples hétérosexuels, c'est la femme qui déclare avoir plus de désir que son partenaire masculin. Cette inversion de rôle traditionnelle où la femme est en demande et l'homme est en retrait est souvent mal vécue, car elle est en contradiction avec les normes sociales genrées et ça a tendance à amplifier encore plus de souffrance dans ces cas-là. Une femme qui se sent très désireuse peut se sentir trop ou trop intense, trop désireuse, trop en demande, tandis que son partenaire, qui est peut-être en baisse de libido pour des raisons X ou Y, peut avoir une honte de ne pas assurer. Ces émotions ne sont pas forcément exprimées sur le moment et on verra qu'elles s'accumulent. Les hommes aussi peuvent vivre une baisse de désir. Là, on casse l'idée que les hommes ont toujours très envie. Ça, c'est faux. On a chez Lohmann en 1999 une grande enquête. C'est le NHS-LS. On en a déjà parlé dans ce podcast. C'est National Health and Social Life Survey, où il montre que 5% des hommes âgés entre 18 et 59 ans ont signalé au cours des 12 derniers mois un manque important de désir sexuel. Donc, chez les 18-59 ans, on a un homme sur 20, à peu près, qui a parlé d'une baisse importante de désir au cours des 12 derniers mois. C'est un chiffre qui monte à plus de 1 homme sur 10, entre 1 homme sur 10 et 1 homme sur 5, qui a subi cette baisse de désir pour les hommes à 50 et 59 ans. Contrairement aux idées reçues, la baisse de libido masculine, elle est fréquente. Là, elle concerne 1 homme sur 20 au cours de la vie d'adulte, entre 18 et 59 ans. Et on voit qu'elle augmente aussi avec l'âge. Mais ce point, je dirais qu'il est encore tabou parce que on se fait des projections. Et là, on porte atteinte vraiment à la fertilité, à la virilité. Un homme qui se sent pas capable ou qui a pas envie d'honorer un rapport sexuel, pour ne pas se mettre en difficulté par rapport à cette situation, risque parfois d'éviter les gestes tendres, non pas par désamour, mais parce qu'il a peur que ça soit interprété comme une promesse qu'il sera pas capable de tenir. Les écarts de désir influencent différemment les hommes et les femmes. On voit chez Davies en 99, une étude chez 82 couples étudiants. Il observe que lorsque la femme a un désir inférieur à celui de son partenaire, la satisfaction globale du couple chute davantage que dans le cas inverse.
On peut ici trouver une sorte de biais culturel. Dans l'étude de Davis, on voit que dans le cas où c'est la femme qui a moins envie que l'homme, il est plus légitime, peut-être, pour l'homme, de reconnaître une insatisfaction et de conduire à une dégradation de la satisfaction globale du couple. Que dans le cas inverse, cette dégradation de la satisfaction globale du couple est moins marquée. Cette situation où les femmes devraient être disponibles et que les hommes ne sont pas censés accepter ce refus ou pensent que ce refus est quelque part un peu anormal, que la situation inverse finalement est vécue avec plus de bienveillance, on a ici un biais culturel assez important. On a parlé des hommes et des femmes, mais aussi on peut se dire que ça touche tous les couples hétéros comme homo. Et là, on vient casser une idée reçue comme quoi des couples homosexuels ne sont pas naturellement alignés, ne sont pas naturellement synchronisés. On a chez Pereira, en 2019, une enquête auprès de 346 hommes, avec 245 hétérosexuels et 101 homosexuels. Et là, on voit chez Pereira 21% des hommes hétéros et 19,8% des hommes gays qui ont rencontré des discordances de désir comme problématiques à un moment donné. On a un homme sur 5 dans les deux cas. Et là, ça montre que l'orientation sexuelle ne protège pas des écarts de libido. Le ressenti, de la frustration, le doute est finalement vécu de manière très similaire entre les couples hétéros et les couples homo. Deux hommes peuvent très bien vivre des rythmes et des attentes différentes en fait, mais on a cette idée reçue selon laquelle entre mecs c'est forcément fluide, ce qui rend des décalages peut-être encore plus difficiles à reconnaître et à supporter et donc à redresser. Encore une fois, chez Pereira aussi, on voit que ce qui va faire la différence, c'est surtout la perception. Pereira montre que les personnes qui considèrent la discordance comme normale ou temporaire vivent moins de souffrance que les personnes qui voient un symptôme de dysfonction chez les personnes homo ou hétéros. Et là, on a vraiment cette idée que le vécu subjectif pèse plus que les faits. C'est ce qu'on ressent de l'écart qui détermine quel sera l'impact de l'écart sur le lien, sur le couple, sur la relation. Enfin, dans ce podcast, on parle des sexualités et on doit se dire que ça touche aussi les relations non monogames et, par exemple, les relations polyamoureuses. Chez Fleckenstein et Cox, en 2015, ils ont étudié à peu près 1000 personnes impliquées dans des relations non monogames consensuelles et on y voit que les partenaires principaux peuvent ressentir une pression implicite à maintenir une vie sexuelle active même quand leur désir diminue. Et aussi, on voit les partenaires secondaires qui peuvent se sentir sexualisés, marginalisés, si les dynamiques de désir ne sont pas en accord avec ces attentes. Là, il y a ici l'idée que dans un trouble, une personne peut se trouver au centre d'attentes croisées avec un partenaire très demandeur et un autre moins, et que ça peut créer des frustrations silencieuses aussi à ce niveau-là. Il y a aussi cette idée que plus il y a de partenaires, eh bien, plus c'est compliqué d'un point de vue communication, parce que ces configurations relationnelles ne suppriment pas les écarts possibles qu'il peut y avoir sur le désir, mais peut-être qu'elles les déplacent ou les redistribuent, elles peuvent les masquer aussi temporairement. Et comme dans les couples classiques, la transparence reste la seule issue durable. Le fait d'affronter quelque part cette situation reste la seule issue. En résumé, que l'on soit un couple hétéro-homo en trouble, en relation ouverte, la discordance de désir fait partie des dynamiques naturelles de l'intimité, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit jeune ou plus âgé. Ce qui rend l'écart difficile, c'est rarement la présence du désaccord, mais plutôt le silence qui entoure, la culpabilité qu'il génère et les attentes irréalistes qu'on projette sur le couple idéal qui nous viennent de la société. Maintenant qu'on a vu à quel point c'est fréquent, on va se demander d'où viennent les différences de désir. Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le lien qu'on a avec l'autre? On va voir tout ça dans la partie suivante. Maintenant, on va essayer de comprendre d'où viennent les différences de désir et on va regarder différentes origines possibles. Déjà une origine physique en lien avec le corps, les hormones, le traitement que peut subir un individu.
Ensuite, on va parler des origines psychiques, l'image de soi, le stress, la santé mentale. On va pouvoir aussi regarder des origines relationnelles, la dynamique du couple ou les conflits invisibles qui sont malgré tout présents. Et l'anxiété sexuelle, la pression de la société. Déjà, on va commencer par l'origine physique et se dire que les fluctuations hormonales, les maladies chroniques et les traitements médicaux peuvent avoir un impact majeur sur le désir. On a chez Brotteaux et Basson l'idée que le désir sexuel repose sur des systèmes hormonaux complexes, la présence ou non de certains niveaux de testostérone, œstrogène, de dopamine, et toute perturbation comme la ménopause, l'andropause ou certains traitements antidépresseurs ou des contraceptifs peut entraîner une baisse ou une disparition de désir. Quelqu'un sous antidépresseur peut conserver un amour et un attachement fort tout en perdant totalement son appétit sexuel, ce qui peut créer une incompréhension totale dans le couple. Les éléments qui ont été identifiés chez Brotteaux et Basson ont été recueillis peut-être sur un échantillon pas forcément représentatif. Là, on avait uniquement des personnes hétérosexuelles qui étaient déjà engagées dans une démarche de soins. On peut se dire peut-être que ces résultats ne sont pas à populariser, à généraliser à la population générale, même si on a quand même l'impression que l'idée de traitement ou les niveaux d'hormones semble quand même assez généralisable. Mais quelque part, compte tenu de la manière dont a été conduite l'étude, on est un peu limité sur la portée. On nous disait dans la première partie que la baisse du désir sexuel touche une part importante de la population générale, et on avait cette étude de Lohmann qui montrait que 43% des femmes et 31% des hommes avaient au moins eu une difficulté sexuelle dans les derniers mois, que peut-être le manque de désir sexuel était la plainte la plus fréquente chez les femmes, aussi touché 5% des hommes, donc une femme sur 5 et un homme sur 20. Et on voyait que les hommes de 50 à 59 ans étaient 3 fois plus susceptibles de signaler une perte de désir que ceux qui avaient entre 18 et 29 ans. On a ici l'idée que le désir n'est pas une constante et sa baisse peut être temporaire ou durable sans pour autant être anormale. Il y a peut-être un point sur l'étude de Lohmann, il faut se dire qu'elle a été menée dans les années 90 sur un échantillon représentatif de 3400 adultes américains. Elle reste plutôt une référence sur les troubles du désir, mais il faut garder en tête que les normes culturelles, les représentations du genre et les pratiques sexuelles ont beaucoup évolué depuis. Et on a aussi l'idée qu'on n'a ici pas spécialement de différenciation entre les différents genres ou les différents types de couples qu'on peut rencontrer dans la diversité. On a aussi une origine psychique, l'image de soi, le stress, la santé mentale. L'image corporelle, la honte du corps affecte directement la capacité à ressentir du désir. Ça, c'est quelque chose qui est démontré par Sanchez et Kiefer en 2007, où ils ont mené une étude sur environ 340 étudiants, moitié d'hommes, moitié de femmes, afin d'évaluer l'impact de la honte du corps sur le plaisir sexuel, l'excitation sexuelle, la libido, et les orgasmes. Les résultats dans cette étude montrent que la honte du corps est corrélée négativement avec le plaisir sexuel, au travers d'un mécanisme de conscience de soi sexuelle excessive. On a trop conscience de son corps, il prend trop de place dans la tête, il ne permet pas de se libérer quelque part. D'un point de vue méthodologique, dans l'étude de Sanchez et Kiefer, les participants se sont positionnés sur des échelles validées dans la littérature, notamment la Sexual Self-Consciousness Scale et le Sexual Arousability Inventory. C'est une sorte d'échelle d'autoconscience sexuelle et d'échelle d'intensité de libido. Et on voit que les personnes qui ont un fort niveau de honte rapportent moins de plaisir, plus de blocage, plus d'évitement sexuel. Une femme mal à l'aise avec son ventre ou sa poitrine peut avoir du mal à se laisser aller, même dans une relation stable et aimante. On est quand même sur une étude avec un échantillon limité. Si on se concentre juste sur les femmes, on a sélectionné des étudiants âgés entre 18 et 23 ans, on n'a qu'une centaine de femmes à peu près. Ils démontrent un lien entre honte corporelle et réduction du plaisir, mais ça ne permet pas d'établir en réalité une relation de cause à effet. La conscience de soi excessive est une hypothèse, une explication de ces résultats. On peut dire que ces résultats, compte tenu de la méthodologie de l'étude, ne peuvent pas s'appliquer directement à d'autres
tranche d'âge, d'orientation ou de type de corps, et ils peuvent ne pas rendre compte de l'expérience vécue par les hommes, les personnes trans et non-binaires ou les couples de très très longue durée. On n'avait que des étudiants. Mais on a quand même des résultats intéressants et qui parlent à tout le monde, effectivement. Moi, je sais très bien que si je me sens moins confortable dans mon corps, ça a un impact direct sur ma libido. C'est quelque chose que j'ai déjà ressenti dans la vie. On a enfin aussi le stress, l'anxiété, la dépression qui inhibent le désir sexuel. Ça, on en a discuté dans Brotteaux et Basson, qui parlait des hormones, mais qui parlait aussi des antidépresseurs. Et ils disent qu'un état de stress chronique, de surcharge mentale, de burn-out, où le cerveau, quelque part, rentre en mode de survie, eh bien, ça coupe l'accès à la sexualité, qui est jugée non prioritaire. Et ça concerne aussi bien les femmes et les hommes dans tout type de couple. Quand on a un partenaire épuisé par la gestion de la famille ou par son boulot, eh ben peut-être que ce partenaire nous aime sincèrement, mais il y a juste plus d'énergie, il y a juste plus d'élan sexuel. On voit aussi une origine dans la relation, la dynamique du couple et les conflits qui peuvent être invisibles. Déjà, on a cette idée qu'une trop grande proximité peut éteindre le désir. Chez Estelle Perel, dans Mating in Captivity, on a l'idée d'un paradoxe, que la sécurité, la routine, la fusion affective peut tuer l'érotisme. Il y a cette idée que le désir a besoin d'altérité, d'autre, de mystère, d'un écart, d'un décalage, d'une séparation, ou en tout cas d'un éloignement. C'est l'idée d'un couple très proche qui dort tous les soirs ensemble, qui partage tout, qui passe tout son temps ensemble, peut paradoxalement perdre cet élan sexuel. À force que tout soit prévisible et que couper avec cette routine permet de recréer l'émergence du désir. On a aussi l'idée des conflits larvés, des choses non exprimées qui inhibent le désir. Dans des thérapies de couple décrites par Girard en 2016, les partenaires en désalignement de désir expriment souvent un manque de reconnaissance, un manque de tendresse hors de la sexualité ou alors une fatigue émotionnelle non dite. Et ça génère des cycles de poursuite et de retrait. L'un demande, l'autre fuit, on va vers une situation où le désir s'effondre. Là, clairement, une personne qui se sent invisibilisée ou peu valorisée au quotidien peut se fermer inconsciemment à l'intimité sexuelle, même sans conflit explicite et même sans avoir conscience de la situation. Enfin, on a aussi une anxiété sexuelle et la pression de la société. On en a un peu parlé avant, les femmes qui avaient conscience de leur ventre étaient plus enclins à montrer des baisses de libido, mais on a les idéaux corporels irréalistes chez Sanchez et Kiefer qui montrent que l'intériorisation des normes de beauté d'un corps musclé, mince, jeune augmente la honte corporelle et diminue sa capacité à devenir excité. Et ça, c'est visible chez les femmes et chez les hommes. Et l'effet de cette pression des normes de beauté parfois irréalisables est vécu par certains encore plus fortement dans des situations qui sont perçues comme évaluatives, avec une notion de performance. Et c'est le cas du rapport sexuel, qui peut être considéré par certains hommes comme un examen qu'il faut réussir et dans lequel il faut performer. C'est-à-dire qu'un homme qui craint de ne pas être assez musclé peut vivre l'acte sexuel comme une épreuve et des choses qui le limitent dans cet acte vont le blesser et freiner encore plus son désir. Il y a aussi le stéréotype de genre qui perturbe la perception de la normalité. Ça, on retrouve ce point chez Marc en 2012, où il note que beaucoup de personnes à faible désir se comparent à leur partenaire ou à une norme idéalisée et conclut qu'il y a un problème en eux. Ils se sentent moins bien que l'autre, ils se sentent moins bien que l'extérieur, et à cause de ça, à cause de cette identification d'un problème chez eux, eh bien, ils se bloquent. Ça alimente l'autodévalorisation, ça alimente l'anxiété de performance, la honte, et tout ça devient un inhibiteur du désir. On peut par exemple croire que tous les autres couples font l'amour 3 fois par semaine et vivre du coup sa sexualité comme un échec, même si elle était satisfaisante autrement, eh bien cette pression conduit à mal le vivre, conduit à accélérer en plus cette perte du désir. La situation vraiment là se referme sur les personnes qui le vivent quand elles continuent de le vivre sans en parler. Enfin, l'anxiété de performance sexuelle, elle est aussi un facteur reconnu de baisse du désir. On a chez Pereira l'idée que chez les couples gays comme hétéros, l'anxiété liée à la performance, avoir une érection bien solide, la satisfaction de l'autre, être endurant, eh ben c'est des facteurs
communs qui peuvent conduire à un blocage sexuel. Et ça concerne surtout les hommes, mais pas exclusivement. En fait, quand le rapport devient une scène à réussir, il cesse d'être un espace de jeu. Et le corps répond par une situation de défense, une mise à distance. On a aussi l'idée que les scripts sexuels normés et les assignations de rôles posent problème. En fait, même quand tout va bien dans une relation, il arrive que l'envie baisse à cause de règles implicites qui pèsent sur la sexualité. C'est des normes invisibles, internalisées par les individus, qui dictent comment un rapport devrait se passer. Elles peuvent générer de la pression, du malaise, ou même un éloignement progressif de l'intimité. Déjà, il y a un point dont on a déjà parlé dans ce podcast, c'est la pression autour de la pénétration anale chez les couples gays. En fait, dans les couples gays masculins, il y a un scénario dominant qui suggère que la pénétration anale serait l'élément central, voire indispensable, du rapport sexuel. Or, selon des données dont on a déjà discuté ici, et reprises dans différentes enquêtes, on a seulement 30 à 35% des rapports entre hommes qui incluent effectivement une pénétration anale. Les autres rapports incluent des fellations, des frottements, des caresses et de la masturbation mutuelle, des jeux érotiques non pénétratifs qui sont pourtant bien satisfaisants. Et là, cette pression de faire comme il faut ou comme il faudrait pousse certains partenaires à accepter des pratiques qui ne leur correspondent pas, qu'ils ne souhaitent pas, ou alors à se sentir défaillants s'ils ne veulent pas ou s'ils ne peuvent pas y recourir. Et ça provoque aussi un désengagement émotionnel, une diminution de l'envie, non pas par manque d'amour, mais parce que le script sexuel dominant est en fait une source de stress. Il y a un autre point dont on avait discuté avant, ça c'était dans l'épisode actif-passif-versatile, l'idée que les rôles actifs-passifs figés peuvent causer des problèmes. En fait, quand on regarde les résultats de l'étude qui avait été citée dans l'épisode sur actif-passif-versatile, on voit que de nombreuses personnes dans les relations gays, entre hommes en tout cas, aimeraient pouvoir être versatiles, c'est-à-dire alterner entre les rôles d'actif et de passif selon les envies du moment ou l'état, mais qu'en réalité, beaucoup se sentent assignés à un rôle souvent dès le début de la relation, sans vraiment pouvoir en sortir. Quand on regardait les chiffres, c'était un homme sur 10 était 100% actif, un homme sur 10 100% passif, et au milieu on avait à peu près la majorité, 8 hommes sur 10 qui étaient versatiles. Et ça, c'était leur position idéale. Et en réalité, ils adoptaient plutôt un rôle, une sorte de polarisation. Et dans la réalité, ce qu'on avait, c'est qu'on avait plutôt un tiers de passif exclusif, un tiers d'actif exclusif et un tiers de versatile. En fait, quand une personne vit un décalage entre son rôle sexuel et son désir réel, elle peut ressentir une frustration qui va être croissante. Et ça conduit à un conflit identitaire sexuel qui n'est pas toujours conscient, mais qui peut provoquer une baisse de désir assez durable, et même une forme d'évitement. Le rapport sexuel devient une performance attendue, plus qu'un moment de plaisir. On a ici, dans ces derniers points, l'idée que le script sexuel, qui est une norme internalisée, pose problème. Ces idées, ces scénarios typiques sont renforcés par les représentations médiatiques, la pornographie, et ce qu'on se dit aussi dans la communauté, mais ils ne concernent finalement pas tous les couples. Et il y a aussi l'idée que ces discussions qui font écho à la position d'actif, de passif, et la notion de pénétration aussi, elle est valable chez les couples gays, mais ça fait écho aux couples hétérosexuel. L'idée que l'homme doit initier, la femme doit répondre, qu'il y a nécessairement cet acte de pénétration, ce sont des idées internalisées avec lesquelles des individus peuvent se sentir légitimement en désaccord, et ça crée un désalignement profond entre les désirs et la réalité, et le corps, encore une fois, il va se protéger en fermant l'accès au plaisir. Dans ces cas-là, la baisse de libido, elle peut être une réaction plutôt saine à une injonction extérieure de la société qui est mal vécue. C'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme de préservation naturel, plus qu'un symptôme pathologique. Et là, l'important, c'est vraiment de se poser la question, c'est quoi mes désirs ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie ? Et qu'est-ce que, quelque part, je me dis qu'il faut faire ? Alors que finalement, c'est juste moi qui ai internalisé cette pression de la société. Ces dynamiques internes, au script, au scénario sexuel, montrent que le désir ne s'éteint pas toujours dans le couple, mais souvent dans le rapport à soi, à son corps et aux attentes implicites qu'on projette dans le lit. Maintenant qu'on a vu d'où viennent
d'où peuvent venir ces écarts de désir, on va s'intéresser maintenant à comment ils sont vécus de la part de l'autre, parce que le ressenti de celui qui a le plus envie ou moins envie, il est pas du tout le même, et ça on va le voir. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le même appétit sexuel, et on va structurer cette partie en 2 volets, expliquer ce qui se passe quand on a moins envie de l'autre, qu'est-ce qui se passe quand on a plus envie de l'autre, et voir un petit peu la dynamique qui se joue entre les différentes temporalités et voir ce qui est vécu par les 2 partenaires. On va voir ici que les personnes qui ont le désir sexuel le plus faible sont souvent dans une position délicate. Elles se sentent quelque part coupables, elles peuvent être mises sous pression ou en décalage par rapport à ce qu'elles devraient ressentir. On peut regrouper les conséquences dans 3 grandes catégories, des conséquences émotionnelles, comportementales et aussi identitaires. Déjà, il y a un premier point qui concerne la culpabilité. C'est un sentiment de responsabilité d'être à l'origine du problème, à l'origine du déséquilibre. Dans une étude de Kristen Mark en 2012, menée auprès de 133 couples hétérosexuels, on voit que les individus à faible désir rapportaient se sentir plus responsables de la tension vécue dans la relation. Parfois au point de consentir à des rapports qu'ils ne souhaitaient pas. Et là, on a quelque chose qui me semble quand même assez grave, c'est cette notion de pseudo-consentement qui est courant au final, mais qui est rarement nommé. Et on retrouve ce point chez Vowell et Mark en 2020, dans une étude par questionnaire sur un échantillon représentatif, où on a 35% des répondants qui disent avoir déjà accepté un rapport sans réel désir, mais pour préserver l'harmonie du couple. Je me laisse faire pour qu'il ou elle ne soit pas blessé. C'est une attitude silencieuse, mais qui est émotionnellement très très coûteuse. Il y a une pression invisible et un retrait progressif, c'est-à-dire qu'une pression implicite s'installe, même sans que l'autre insiste. On retrouve chez Willoughby et Vitas, on a aussi chez Willoughby et Vitas en 2011 l'idée que les partenaires à faible désir acceptent des rapports par peur du conflit, et cette dynamique est souvent liée à une baisse de la satisfaction sexuelle et relationnelle à moyen terme dans les couples. On voit qu'il y a cette pression qui conduit à avoir des attitudes ou des comportements qui ne conviennent pas à la personne qui a le moins de désir, et on a un repli émotionnel qui devient une stratégie de protection. Chez Girard en 2016, il y a dans cette analyse clinique, dans cette analyse de couple suivi en thérapie, la description de schémas d'évitement. La personne se rend moins disponible, évite les gestes affectueux, se retire peu à peu pour éviter d'avoir à dire non. Il y a aussi dans certains cas, la possibilité d'une perte d'estime sexuelle. La baisse de désir ressentie est alors interprétée comme un défaut, et on a chez Kristen Mark en 2015 l'idée que les femmes en particulier vivent une baisse de libido associée souvent à un doute profond. Est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis malade? Est-ce que je suis fragile? On a quelque part un questionnement identitaire associé à ces doutes, à ces questionnements. On a aussi l'idée que le regard social intensifie cette douleur. Chez Estelle Perel, on voit que notre culture lie fortement la sexualité à, quelque part, l'identité et aux valeurs personnelles. Une libido basse peut montrer un dysfonctionnement. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on a plus envie que l'autre? Souvent, le partenaire a fort désir et il n'est pas forcément en position de force. Il ou elle vit souvent du rejet, de la frustration et aussi une remise en question affective qui peut être très importante. On peut regrouper du coup les impacts dans 3 dimensions, une dimension affective, narcissique et en lien avec la relation. Déjà, il y a cette notion de rejet qui est perçue par la personne et qui peut créer des douleurs assez fortes. La manque de réciprocité de désir est vécue comme une blessure chez Mark en 2012. Sur l'étude des 133 couples, il montre que les personnes à haut désir sexuel expriment souvent une insatisfaction relationnelle plus marquée qui est nourrie par un sentiment de rejet ou un sentiment de solitude. Et le silence ou l'évitement de l'autre partenaire sont souvent vécus plus durement qu'un non clair. Chez Willoughby et Vitas, on voit que les personnes à haut désir ressentent davantage de détresse lorsque le refus est implicite ou ambigu que dans des situations où un non est clairement explicité.
Et quelque part, le manque d'élan, le manque de tendresse, un simple regard, eh bien, ça devient une forme de non-dit qui peut être très difficile pour la personne qui a le plus envie. Il y a ensuite l'idée d'une blessure narcissique et une question d'estime de soi. L'écart sexuel, d'appétit sexuel touche au sentiment de valeur personnelle. Dans une étude par Sanchez et Kiefer en 2007, les auteurs montrent que les personnes qui accordent beaucoup d'importance à leur rôle sexuel développent une insécurité forte en cas de désalignement sur la fréquence de ces rapports. C'est comme s'il y avait quelque part une validation au travers de l'acte sexuel qui devenait comme un carburant à l'estime de soi et à la valeur qu'on se donne. Ça devient une clé réellement de sa bonne estime de soi. Une personne qui s'est toujours vécue comme désirable et qui constitue cet élément comme un point fort de son identité peut se sentir inutile, déclassée si son partenaire n'a plus envie. Et aussi des blessures anciennes peuvent se réveiller. Il y a chez Girard, en 2016, une lecture psychologique qui est donnée. Chez certains, le refus sexuel peut raviver une peur d'abandon ou un traumatisme de rejet qui est plus ancien. Ces éléments, ils font vraiment écho au vécu de la personne qui subit le rejet de l'autre et qui lui donne du coup une valeur beaucoup plus importante que ce qu'elle exprime actuellement, d'autant plus qu'on l'a vu auparavant, le rejet de l'autre est souvent motivé par des facteurs qui ne dépendent ni de l'individu qui le reçoit, ni même souvent du couple et de la relation dans laquelle ça se produit. Il y a enfin des mécanismes de compensation, de silence et des stratégies de repli qui peuvent se mettre en place. On a l'idée que le sexe peut parfois être un outil de régulation émotionnelle. Chez Reid et Woolley, on observe que chez certains, la sexualité est une manière de calmer l'anxiété et que quand cette voie est coupée, la détresse de la personne augmente complètement. Et là, ça a vraiment à faire un rapport que entretenait auparavant, avant que ne survienne cette difficulté dans le couple. Ça a écho à un rapport qu'entretenait la personne avec l'utilisation de la sexualité comme un régulateur émotionnel. Ces situations, elles peuvent aussi glisser vers une hypersexualisation du lien. Quand la sexualité avec l'autre devient peut-être un peu problématique, il y a dans certains cas, le sexe devient une preuve d'amour, un indicateur comme une expérience qu'on réalise pour identifier si le couple va bien ou pas. Et les individus demandeurs sont amenés à solliciter encore plus la survenance de cette expérience pour venir tester et peut-être dans l'espoir que l'amour entre guillemets serait revenu parce que le désir sexuel serait revenu. Et ça, on a l'apparition d'une sorte de spirale qui arrive et qui aggrave la tension et surtout la pression portée sur l'autre partenaire. On a enfin le risque que le désir non partagé génère du silence, de l'autocensure. On voit chez Marc que les personnes à haut désir ont tendance à finalement ne plus l'exprimer au bout d'un certain temps. Ils n'expriment plus leur frustration pour protéger leur partenaire et ils prennent sur eux au risque de s'épuiser émotionnellement. On n'ose plus demander, ni toucher, ni proposer pour ne pas alourdir la situation. Peut-être qu'il y a un point important, les conclusions de l'étude de Marc sont issues d'un échantillon de 133 couples hétérosexuels qui étaient en relation en moyenne depuis 3 ans. Ici, on a des données qui ont été collectées via des questionnaires qui avaient été réalisés par les participants eux-mêmes. Cela signifie qu'on ne peut pas déduire de relation de cause à effet entre l'épuisement, le silence et la survenance de ces éléments. Et aussi, on est limité dans la représentativité à donner. C'est pas forcément des choses qu'on va pouvoir retrouver en dehors des couples hétérosexuels nord-américains. Donc on oublie peut-être les couples queer, les relations non monogames ou les cultures non occidentales. Mais ça reste utile quand même pour voir une tendance dans la perception de l'impact du désalignement. C'est une photographie dans un contexte. C'est pas une vérité universelle. Dans tous les cas, c'est très intéressant de visualiser ce qui se joue entre les deux partenaires. En fait, chacun vit la discordance de désir à sa manière, mais on peut aussi prendre un pas de recul et regarder ce qui se passe après du fait de ses ressentis personnels dans la relation. Dans les entretiens cliniques comme dans la recherche, on observe un scénario récurrent. Déjà, il y a une tentative de communication qui échoue. Les émotions s'accumulent, la distance s'installe sans être nommée. Voilà à peu près les 3 phases les plus fréquentes qu'on a pu retrouver dans la littérature. Dans un premier temps, celui qui veut plus donne l'alerte, mais de la mauvaise manière, souvent trop tôt, trop fort, ou pas avec suffisamment de bienveillance.
L'alerte vient souvent de la personne à haut désir, et on le retrouve ça dans Willoughby et Itas. Ce sont les partenaires à désir élevé qui rapportent en premier une baisse de satisfaction sexuelle et relationnelle et qui expriment le besoin de changement. Mais la manière d'en parler est parfois mal reçue. Et ça, on a chez Kristen et Mark qui souligne que les tentatives de dialogue sont souvent interprétées comme une pression, une plainte ou une exigence de la part du partenaire qui veut le moins, surtout si ce partenaire se sent déjà fragile ou coupable ou qu'il est en train de traverser quelque chose d'émotionnellement très compliqué. Un « tu me touches plus » est entendu comme un « tu n'es pas assez bien ». Et ça peut générer une situation, une posture de défense très importante, ce qui complexifie la résolution du problème. Le partenaire qui veut plus, souvent, a l'impression de trop en demander. Il ou elle commence à douter, est-ce que j'ai un problème ? Est-ce que je suis trop dépendant du sexe ? Alors que peut-être qu'il exprime juste un besoin affectif. Cette situation crée une discussion complexe, mais surtout la discussion devient un terrain miné. Parler de sexe active rapidement des peurs plus profondes. Avec chez Reid et Woolley, on voit que la sexualité qui est liée à l'image de soi, au lien avec l'autre, à l'estime personnelle, c'est clairement pas un sujet neutre d'aborder la sexualité et aussi la sexualité avec son partenaire. Et la moindre tentative de dialogue peut réveiller la honte, la peur d'être jugé, ou réveiller des conflits plus anciens. Et on n'entend plus ce que l'autre dit, mais plutôt ce qu'on craint. Dans l'étude de Sanchez et Kiefer, on a l'idée que les personnes à faible estime sexuelle interprètent les discussions sur le désir comme des attaques implicites. Ils entendent « je suis pas assez à la hauteur »,« je dois changer »,« je suis en faute ». Et on a dans ces situations, quand le terrain est devenu miné, que l'idée qu'une proposition ouverte, est-ce qu'on peut reparler de notre intimité, peut être vécue comme une tentative de reproche masqué, quelque chose qui revient, qui s'abat et qui se rajoute à la pression. Et là, le risque, c'est que l'un se replie, l'autre insiste et le cycle s'installe. C'est ce qu'on retrouve chez certains thérapeutes qui parlent d'un cycle de demande et d'évitement. Plus l'un demande, plus l'autre fuit, plus l'autre fuit, plus l'autre demande, et tout devient source de tension. La conséquence, c'est que le lien se refroidit. Le partenaire à fort désir finit par se taire. Ça, on le retrouve chez Kristen Mark en 2015 et chez Gérard en 2016, qui rapporte que dans beaucoup de couples, celui ou celle qui exprimait un besoin sexuel finit par se censurer pour ne pas aggraver la situation ou déclencher un conflit. Je préfère ne rien dire, sinon on va se disputer, je veux pas rajouter à sa charge mentale la pression que j'ai. Ça peut sembler protecteur, mais ça crée de la pression supplémentaire pour le partenaire qui vit la situation de plus fort désir. Et dans cette situation où du coup le partenaire à fort désir se met en retrait, le partenaire à faible désir peut croire que tout va mieux puisqu'il y a plus de demandes, plus de tension visible. Il ou elle peut croire que l'équilibre est revenu alors que c'est plutôt l'idée que l'autre est en train de se détacher. Il y a potentiellement le risque ici d'une déconnexion lente et non verbalisée. Chacun reste là, mais on n'est plus vraiment ensemble, on dort à côté, on partage les tâches, mais l'intimité, le jeu, la tendresse disparaissent comme évaporés. On voit ici que dans une discordance de désir, ce n'est pas seulement le plus ou moins de sexe qui est en jeu, ce sont aussi des dynamiques affectives profondes, où chacun cherche à préserver le lien, mais au prix de son propre confort émotionnel. Et là, clairement, le danger, c'est pas d'être désaligné, mais c'est plutôt d'aller vers une sorte de silence. Et quand il n'y a plus de parole, les partenaires interprètent, projettent, s'éloignent, et même sans rendre compte, ils glissent l'un à côté de l'autre dans deux réalités parallèles. Et là, le couple peut être vraiment en danger. On va voir maintenant, dans la dernière partie, comment on peut essayer de s'adapter et en discuter, créer un espace bienveillant et éviter les dérives. Déjà, le premier point, c'est de déculpabiliser, discuter et vraiment créer cet espace bienveillant. On se rappelle, on l'a dit déjà plein de fois, le désir est un phénomène fluctuant. Ce n'est pas un indicateur absolu de la santé de la relation, de la santé du couple. Breton et Basson nous dit que le désir sexuel est influencé par les émotions, les hormones, les perceptions, le contexte. Il est souvent réactif plutôt que spontané. On peut ne pas avoir envie au départ et puis ressentir du plaisir une fois que la connexion est établie. Mais là, on parle d'une connexion d'intimité, de proximité. Là, c'est peut-être un peu l'idée que l'appétit vient en mangeant.
L'autre point, c'est il faut se dire que c'est ok de parler de l'écart de désir qui existe dans le couple, que ça diminue la détresse, ça c'est clair, même sans solution immédiate. C'est ok d'en parler même si on sait qu'on va pas résoudre le problème aujourd'hui. Et ça, on le retrouve dans l'étude de Voel et Mark. On montre que les couples qui abordent ouvertement leur discordance de désir vivent généralement moins de conflits et ont plus de satisfaction globale dans le couple, même sans parvenir à résoudre l'écart de fréquence ou d'intensité du désir. Ce dialogue, ça permet vraiment un début d'acceptation mutuelle, beaucoup plus apaisé vis-à-vis de la situation, et ça crée les bonnes conditions pour peut-être essayer d'en sortir. Enfin, il y a l'idée que dans la littérature, on voit que des ajustements peuvent être faits et des ajustements non sexuels pour pouvoir nourrir le désir et recréer une sorte de lien érotique. Il y a plusieurs études qui montrent que des pratiques comme les massages, des bains, de la sensualité, des choses qui n'ont pas de rapport avec les parties génitales, qui ne sont pas considérées selon les dictats de la société comme des relations sexuelles, tout ça, cette intimité peut réactiver du désir parce que ça réinstaure cette intimité physique sans la pression du rapport et la pression dont on a parlé bien avant. Il y a donc cette idée de se recentrer sur l'intime et de sortir de la notion de performance, avec le fait que c'est pas la fréquence du sexe qui compte, mais la qualité de la connexion. On a chez Mark et Muise l'idée que la motivation, la raison pour laquelle on veut avoir un rapport sexuel, c'est un facteur clé. Les couples qui voient le sexe comme un moment d'échange émotionnel, intime, et non comme un devoir conjugal, rapportent plus de satisfaction relationnelle, même avec une fréquence réduite. Un rapport rare et complice vaut mieux que plusieurs rapports mécaniques vécus comme une obligation. Il y a aussi l'idée qu'il faut s'éloigner des standards de la société pour retrouver une sexualité authentique, quelque chose qui nous ressemble. On a chez Perel et Schnarch l'idée que le désir nécessite de l'autonomie et de la différenciation. Il faut s'éloigner des standards sociaux, retrouver une sexualité authentique, se reconnecter avec soi-même et bien identifier c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos désirs. D'autres conseils, et ça on en avait discuté aussi au début de l'épisode, cette idée que trop de proximité, trop de fusion dans le couple peut réduire le désir. Il faut recréer des espaces, de l'altérité. Peut-être qu'il faut accepter de ne pas tout faire ensemble pour nourrir la surprise et recréer le désir. Dans tous les cas, on retrouve que la sécurité émotionnelle, c'est un terreau nécessaire pour l'émergence du désir, avec chez Basson l'idée que l'intimité émotionnelle est nécessaire pour le désir sexuel pour la majorité des femmes. Et c'est aussi le cas pour de nombreux hommes dans des couples, l'idée que le désir revient quand on se sent compris, accueilli, légitime, aimé. Il y a enfin des dérives à éviter et des signaux d'alerte. Il y a un point important, c'est cette notion de pseudo-consentement qui est malheureusement fréquent et très très nocif. L'étude de Voel et Mark disait que 37% des personnes disent avoir accepté des rapports sans réel désir, principalement pour éviter des conflits ou faire plaisir à leur partenaire. Cette dynamique, elle est corrélée à une baisse durable de la satisfaction sexuelle et émotionnelle. Dire oui, sans envie, pour éviter une dispute, peut à terme créer du dégoût, du désengagement profond. Ça, c'est une étude menée auprès de 266 participants recrutés en ligne via des questionnaires anonymes. C'est un mode de collecte qui facilite la parole, mais il introduit aussi un biais de sélection. Les personnes concernées par le problème avaient aussi plus de chances de répondre parce qu'ils étaient intéressés par le sujet, et les données sont auto-déclarées. Donc on a toujours un biais d'auto-évaluation dans le cas de ce type d'études, mais on voit quand même cette idée que se forcer à dire oui, eh bien c'est pas bon du tout sur le long terme. Et cette idée, on le retrouve dans d'autres études, que la sexualité sous pression, c'est une charge mentale. Pour éviter un conflit, on va pouvoir accepter cette sexualité, mais plus on le fait, plus on se force, plus le corps se ferme, avec des effets allant à l'absence de plaisir, voire jusqu'à la dissociation corporelle pendant l'acte, ou alors la survenance de douleurs physiques. Ça, c'était rapporté dans plusieurs études, donc Girard et Willy, mais Mark aussi en 2012. Et le dernier point, c'est que l'absence de dialogue ouvre le porte à des solutions
réalisés par l'un ou l'autre des partenaires qui sont potentiellement très très risqués. Chez Girard et Ouli, on voit que la frustration non exprimée par celui qui a le plus envie peut mener à des stratégies d'autorégulation. Le partenaire qui a le plus envie peut être amené à avoir un usage compulsif de la pornographie, se lancer dans des infidélités qui vont pouvoir être sexuelles ou même affectives. Réaliser un évitement émotionnel, c'est pas de la perversion, mais c'est plus de la recherche désespérée de validation ou de soulagement de ses pulsions. Enfin, ne pas surpathologiser un écart au désir. Chez Marc, en 2015, on a vraiment l'idée que le regard qu'on porte sur la situation influence l'intensité du malaise. Si on considère que c'est pas un drame, que c'est pas un problème parce que ça arrive aux autres, eh ben l'anxiété elle est réduite. Si on le voit comme un drame ou une anomalie, eh bien là c'est la catastrophe. Donc j'avais dit que c'était le dernier point, mais en fait non, il en reste un, c'est très important. On en a parlé du consentement. Le consentement est vraiment un terreau qui permet de recréer un cadre sécurisant pour permettre de retrouver l'intimité. Et le fait d'expliciter le consentement, même dans une relation qui est longue, qui a plusieurs années, eh bien, c'est recréer un cadre où on clarifie explicitement quand c'est oui et quand c'est non. On a vu avant qu'un non exprimé explicitement était plus facile à vivre qu'un évitement. Et quelque part, un oui, eh bien, il peut être un oui au début, et puis si ça tourne pas comme le souhaiterait l'un des deux partenaires, se transformer en non. Et accepter dès le début que cette situation est possible, peut survenir et sera acceptée par les deux partenaires sans remettre en question l'amour qu'ils se portent, l'attachement qu'ils ont, eh bien, cette situation crée un environnement où le partenaire qui a moins envie peut se laisser tenter par de l'intimité et voir ce qui va se passer en lui, voir s'il a envie de plus, et se sentira légitime de dire non s'il a envie que ça s'arrête à un certain moment. Si ce cadre bienveillant n'était pas présent, si ce cadre du consentement n'était pas présent, alors il est probable que le partenaire qui a moins envie éviterait tout simplement l'interaction, l'intimité, pour éviter de se sentir prisonnier d'un rapport qui débute. Voilà, on a vu vraiment que le désir ne se commande pas, mais il peut se construire dans un climat de sécurité, de communication et de liberté partagée. La clé, ce n'est pas d'être synchrone, mais c'est d'être présent à soi, à l'autre, avec honnêteté. Le désalignement, ce n'est pas un problème, c'est le silence, la pression, la honte qui vont abîmer le lien que vous avez. Et c'est pourquoi parler, écouter, respecter, ça reste le vrai chemin vers une sexualité peut-être plus libre ou plus apaisée. Et voilà, on a fait le tour, là, on a quand même parlé de pas mal de choses. J'espère que tu as appris des trucs. Tu viens d'écouter un épisode des relations démocratiques sur la discordance du désir dans les couples, on l'a vu. C'est pas l'écart en soi qui crée la crise, c'est le non-dit, la pression et le regard de la société. Le ou la partenaire qui a moins envie peut se sentir coupable, inadéquat, en échec. Celui ou celle qui a le plus envie peut se sentir rejeté, indésirable et ressent souvent beaucoup de tristesse. Et comme on ne sait plus comment en parler, comment se reconnecter, comment sortir de l'impasse sans blesser l'autre, eh bien ça peut vraiment endommager la relation. Pourtant il existe des pistes. Poser des mots sans s'accuser, explorer d'autres formes d'intimité, sortir de la logique de la performance et s'écouter vraiment. Et surtout, remettre le consentement au cœur de la relation, c'est pas seulement un oui, mais un espace de sécurité, d'enthousiasme et de liberté partagée qui va permettre de recréer cette intimité. Si ce sujet t'a intéressé, tu trouveras les références scientifiques utilisées dans la description de l'épisode. Si ce sujet t'a intéressé et que tu penses qu'il peut intéresser tes proches, n'hésite pas à leur faire découvrir ce podcast. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour l'écouter. Moi j'ai vraiment adoré construire cet épisode parce que finalement, ce qu'on retrouve dans la littérature académique, même si les études souvent ont des limites, ont été réalisées sur des couples essentiellement hétérosexuels, je trouve que ça parle quand même pas mal. Même parfois les études sur les couples homosexuels, les couples d'hommes peuvent avoir des résultats qui sont transposables dans d'autres configurations. Je trouve que c'est vraiment intéressant et encore une fois on retrouve cette idée qui est un peu le fil rouge du podcast des relations démocratiques, que un idéal de performance
une image que la société attendrait de nous en tant que petit couple parfait. Tous ces éléments viennent nuire et perturber le ressenti personnel des individus et rendre encore plus complexe de supporter des fluctuations de désir, des petits imprévus, des aléas qui arrivent dans la vie et qui sont normaux en fait. C'est ça en fait la vie et c'est plutôt cool que tout soit pas tout le temps constant. Merci pour ton écoute et à bientôt.